Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h17, notre invité, c'est un militant de la transition énergétique, le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Ambroise Fayolle, bonjour. Bonjour. Militant parce qu'il en faut. C'est-à-dire que le COP28, on ne sait pas si c'est COP28 ou COP0. Vous allez d'ailleurs vous rendre à Dubaï pendant une dizaine de jours pour défendre une vision de la transition énergétique assez, je le disais, assez militante. La BEI consacre aujourd'hui 60% de ses investissements au vert, à la transition. C'est un changement de braquet pour la BEI. Alors on a complètement changé de stratégie en réalité en transformant la BEI, qui est la banque publique en faveur de l'investissement en Europe, de banque de l'Europe en banque européenne du climat. Ça date de 2020 et aujourd'hui ça se traduit par le fait que cette très grosse institution financière prête majoritairement, et en France près de 70%, en faveur de projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et d'innovation dans le climat. Vous publiez une étude ce matin dont on a beaucoup parlé dans les journaux qui nous explique qu'en France et en Europe, la population est prête à faire un effort, à accepter des taxes, à financer la transition énergétique en aidant ceux qui sont les plus en difficulté à faire cette transition. C'est optimiste. C'est presque, j'ai envie de dire, la première information optimiste sur la transition climatique depuis des mois. Il y a une prise de conscience qu'il ne faut pas opposer fin du monde et fin du mois. Oui, c'est très frappant dans cette étude. Et je dirais que c'est vrai en France, mais c'est une étude qui est mondiale. On a fait donc, c'est BVA qui a fait cette enquête-là, à peu près dans un peu plus de 30 pays et à peu près 30 000 personnes sondées. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que certes, les préoccupations de pouvoir d'achat restent les plus importantes, mais que si vous combinez notamment en France les préoccupations liées au changement climatique et celles liées à la dégradation de l'environnement, eh bien vous êtes à des pourcentages qui sont du même ordre, voire au-dessus que ceux qui sont liés à la dégradation du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les gens sont prêts pour la taxe carbone, les gens sont prêts à des malus sur les voitures qui sont les plus lourdes, c'est ça que ça veut dire ? C'est ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est aussi que les gens sont conscients de quelque chose dont nous, à la BEI, on est absolument convaincus, c'est que la transition énergétique ne sera pas réussie, ne se fera pas, si elle n'est pas considérée comme juste. Et juste, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire aider particulièrement ceux qui ont besoin de se reconvertir des industries fossiles, notamment des industries minières. Ça veut dire aussi aider les populations qui sont les plus défavorisées. Et puis ça veut dire aussi, et c'est assez clair dans l'enquête, aider les pays en développement qui souvent subissent les conséquences d'un changement climatique qu'ils n'ont pas provoqué. Mais vous y croyez à ça ? C'est pas du déclaratif, parce que franchement, quand on voit la réaction des Français lorsqu'on a institué une taxe carbone, en fait, dans votre étude qui est intéressante, effectivement, ils disent c'est normal que les plus riches contribuent à peut-être payer davantage pour la transition pour aider les plus modestes. Mais en vérité, quand les gens disent ça, ils se mettent pas dans les plus riches. Et après, quand on met des seuils, ils se rendent compte que c'est eux qui vont devoir payer des impôts en plus, par exemple, des taxes en plus. Est-ce que ce serait pas plus simple ? D'ailleurs, ce n'est pas votre recommandation d'instaurer cette fameuse taxe carbone proportionnelle aux émissions de CO2 pour tout le monde. Alors, il y a un dispositif qui est en train de se mettre en place en Europe sur la taxe carbone aux frontières. Ouais. Ça fait partie des enjeux de la COP28. Moi, ce que je crois, c'est quand même que c'est extrêmement intéressant que nos compatriotes disent à ce point, on est extrêmement préoccupés par le changement climatique, parce que c'était ça la question. Les principaux défis auxquels votre population fait face. C'est comme quand on demande ce qu'ils regardent à la télé, ils disent qu'ils regardent Arte, qu'on voyait les chiffres de médiamétrie, c'est pas le cas. Alors, en tout cas, moi je veux dire, vous pouvez faire dire ce que vous voulez. Moi, ce que je pense, c'est un sondage comme celui-là, il est intéressant. Il est intéressant parce qu'il est aussi dans la dynamique. C'est la 6e enquête qu'on fait, et on voit que les choses changent. La perception change. Et ça, je trouve que c'est intéressant et que ça va avec beaucoup plus d'investissements en faveur des énergies renouvelables, une préoccupation beaucoup plus forte pour l'efficacité énergétique et puis le besoin de plus d'innovation. Il est politiquement intéressant, ça veut dire que vous arrivez à la COP28 à laquelle vous allez aller jeudi avec ce type de sondage, vous attendez à ce qu'en face, il y ait des décisions politiques un peu plus fortes que la dernière COP27 ? Alors on espère qu'il y aura des décisions politiques fortes, notamment dans le domaine des perspectives de l'extinction des énergies fossiles. Nous-mêmes, à la BEI, on a décidé en 2019, dans le cadre de notre stratégie climat, d'arrêter de financer des projets d'énergie fossile.
Vous financez en revanche ces projets comme Vercor, par exemple. Alors on finance complètement les projets de transformation de l'industrie automobile vers des modèles électriques. Et donc on finance, effectivement, on a mis 600 millions d'euros dans Vercor, ce qui est beaucoup pour une entreprise qui est une petite entreprise. On a financé aussi Envision. On a financé en réalité la plupart, vous avez dans le nord de la France... Les Gigafactory. Un corridor qui va de Dunkerque, en gros, à Douai, et qui est extrêmement intéressant parce qu'il réindustrialise aussi la France dans cette région-là. Et ça, nous, on souhaite vraiment le financer. Mais alors vous disiez, l'enjeu de la COP28, c'est quand est-ce qu'on arrête les hydrocarbures. On était tout à l'heure avec le chef économiste de Total Energy. Les compagnies pétrolières n'investissent que 2,7% de leurs investissements dans les énergies renouvelables. Donc il y a les discours et puis il y a les actes. Le compte n'y est pas. Alors, on va voir ce que donnera la COP28. Elle commence à la fin de la semaine, enfin mercredi et jeudi. Nous, ce qu'on constate, c'est deux choses. D'abord, il y a eu un événement qui est passé assez inaperçu le 17 novembre. Le 17 novembre, au niveau mondial, la hausse des températures par rapport à l'ère pré-industrielle a été de 2 degrés. Et 2 degrés, c'est justement, dans les accords de Paris, la limite haute qu'il ne faut pas dépasser. En 2050 ? En 2050. Et on y est déjà. Et on y est déjà le 17 novembre. Ouais. Donc ça ne veut pas dire qu'on y est tous les jours, mais ça veut dire qu'il y a vraiment... Et ça va avec la prise de conscience. Je veux dire, vous avez un très grand scientifique suédois qui s'appelle Johan Rockström, qui était interrogé l'autre jour sur qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous disent bon, on est inquiet, et puis on est inquiet aussi parce que l'été on voit que c'est de plus en plus difficile. Et il dit si on fait pas assez, si on ne développe pas, si on n'augmente pas, comme nous on l'a fait en Europe, n'accélère pas les industries renouvelables, eh bien ce que vous avez vu cet été, c'est un apéritif de ce qui vous attend. Et donc on a vraiment besoin que cette COP montre, c'est le premier bilan mondial. Tous les 5 ans, on fait un bilan. Il y a eu une première décision en 2018. Là, on est en 2023, c'est le premier bilan. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des efforts, il y a des progrès, mais que ça n'est pas à la hauteur de ce qu'on doit faire. Et donc, nous, ce qu'on espère, c'est que ça permettra d'enclencher cette dynamique-là et d'enclencher une dynamique aussi positive avec les pays en développement grâce à la mise en œuvre du fonds qui s'appelle Loss and Damage, pertes et dommages, qui a été lancé l'année dernière en Égypte. Ce qu'il y a, c'est que si on n'investit plus du tout dans les hydrocarbures, je me fais l'avocat de Patrick Pouyanné, on va vers un pétrole à 200, 300, peut-être 400 $. Est-ce que là, dans votre étude, vous demandez à la population si elle est prête à payer ce coût-là au quotidien ? Non, parce que nous, ce qu'on espère, c'est que les investissements dans les énergies renouvelables permettront d'éviter d'avoir cette situation-là. Il faut aller vite parce qu'on n'y est pas. On n'y est pas. 2,7% pour l'ensemble des compagnies pétrolières et gazières d'investissement dans les développements durables, alors qu'il faudrait, pour être en ligne avec ce que vous dites, il faudrait 50%. Il faudrait moitié-moitié. Oui, alors ce qu'on voit quand même, c'est que le prix des investissements dans les énergies renouvelables s'est effondré. C'est-à-dire qu'il y a 90% de moins aujourd'hui pour faire un panneau solaire que ce que ça coûtait il y a 10 ou 20 ans. Et on voit les mêmes... Moi, j'étais vendredi, j'ai été signé un projet à côté de Poitiers, à Sorégy, qui est donc dans Chaunet, dans un petit village de la Vienne. Ce qui est intéressant aussi, c'est un projet qui est très proche des territoires. C'est comme ça qu'on va réussir la transition énergétique. Eh bien, ce que ça montre, c'est que les éoliennes qui sont mises en place là sont 3 fois plus efficaces que les éoliennes précédentes. Ouais. Donc, on va vers une économie dans laquelle, effectivement, la place à l'économie décarbonée est de plus en plus forte. Et nous, on pense que c'est le moment d'accélérer. C'est quoi les prochains projets financés par la BEI? Donc vous avez financé quasiment de la totalité des projets dans le Nord avec l'électrique. C'est quoi la suite? Alors, ce qu'on essaye de financer, c'est des projets qui vont d'extrêmement innovants, des technologies de rupture, par exemple des carburants alternatifs pour l'industrie du transport maritime, le stockage de carbone, etc. Et puis, essayer de continuer, parce que c'est le volume aussi qui permettra de répondre à votre question, de continuer à accélérer pour faire beaucoup plus d'énergie renouvelable, beaucoup plus d'hydrogène vert. C'est ça qui décarbonera l'industrie. Et notamment l'industrie très fortement émettrice. Et c'est comme ça qu'on arrivera
a changé la donne. Peut-être donner un petit coup de main à l'éolien offshore. Vous avez vu qu'ils ont en plus de mal à se financer. Beaucoup de compagnies qui avaient remporté les appels d'offres abandonnent avec le coût du crédit qui augmente. Alors on est tout à fait prêt à faire bénéficier ces projets-là, et on le fait, des conditions de financement très favorables de la BEI, puisqu'on est une institution très bien notée et qu'on est une institution publique. Ouais. On est aussi très prêt à financer l'innovation, et notamment l'éolien flottant. On a des projets très intéressants dans le golfe du Lion, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrivera à réaliser la transition énergétique. Voilà, le banquier des énergies vertes, la BEI. Je rappelle quand même que vous avez 600 milliards d'euros d'encours et que vous prêtez à peu près 60 à 70 milliards d'euros par an. Oui. C'est pas rien. Quand on a un projet vert, il faut frapper à votre porte. Dont 10 milliards en France. Ouais, dont 10 milliards en France. Ambroise Fayol, vous partez à la COP 28. On vous passera un petit coup de fil de temps en temps pour savoir comment ça se passe. Pour savoir si ça avance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.